Faire. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec Pierre Licia, bonsoir, porte-parole libre. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis, vous étiez dans le journal il y a quelques instants. Nous sommes avec Jeannette Bougrave, essayiste, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, chère Jeannette. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. On va parler de la politique, évidemment, des dynamiques qui sont à l'œuvre aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Les plaques tectoniques bougent un tout petit peu dans tous les sens. On va commencer par le petit journal de campagne, si vous le voulez bien, de Victor Chabert. Victor, on voit bien que, d'abord, du côté de la droite, les Républicains n'arrivent pas à trouver de ligne face au phénomène Éric Zemmour. Oui, Laurence, pourtant aujourd'hui les cadres LR sont montés à la charge. Gérard Larcher était invité d'Europe 1 ce matin. Il a été catégorique, on l'écoute. Éric Zemmour, c'est le candidat de l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite, monsieur Larcher ? L'extrême droite, c'est celle qui refuse, de vivre la différence, de vivre la diversité. Mais moi, je vis la diversité dans les valeurs de la République. Valérie Pécresse, sur une chaîne concurrente, enfonce le clou à la même heure. On a un Éric Zemmour qui lui propose de fusionner les droites, casser ce mur étanche entre extrême et droite. Eh bien moi, ça n'est pas mes valeurs, ça n'est pas ma politique. Il faut dire qu'il y a eu recadrage du patron des Républicains. Hier, ils étaient en comité stratégique et à la sortie, Christian Jacob s'est exprimé sur la possibilité pour Éric Zemmour de participer à leur congrès. Petite musique qui commençait à monter depuis quelques jours. Que Zemmour est dans son couloir, ça n'est pas le lien. Au fur et à mesure qu'il s'exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui. Il n'est pas dans notre famille politique, il n'a rien à faire dans le cadre de notre sélection pour un candidat. C'est ce même Christian Jacob qui déclarait dimanche que le polémiste n'était ni raciste ni d'extrême droite, et certains comme Éric Ciotti vont même jusqu'à dire qu'il voterait pour lui au second tour face à Emmanuel Macron. Comble de l'affolement, Damien Abad, patron des députés LR, vient de proposer un débat face à Éric Zemmour, comme si le succès de celui face à Jean-Luc Mélenchon pouvait leur redonner un peu d'élan. Réponse du polémiste sur Twitter: Damien Abad, vous proposez parce que votre patron Xavier Bertrand n'ose pas le faire. Autrement dit, une fin de non-recevoir. Si la droite peine à trouver sa stratégie, c'est qu'Éric Zemmour a ajusté la sienne. Il se pose en défenseur du gaullisme historique et du RPR. Il parle à la fois aux orphelins de la droite, qui ne supportent plus d'être mangés par les centristes, et aux électeurs de Marine Le Pen, qui devient molle à leurs yeux avec sa dédiabolisation et dont ils mettent en cause les compétences depuis le débat catastrophique de l'entre-deux-tours de 2017. Et Victor, il y a aussi un sondage qui donne désormais au coude à coude Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour à 13%, Xavier Bertrand à 14%, Marine Le Pen à 16%. Et pour l'instant, ça ne dessert pas Xavier Bertrand, même s'il n'y a pas vraiment de dynamique de son côté. En effet, Laurence, il se tasse, mais quand on regarde le détail du sondage, 3 candidats LR sont testés, le président des Hauts-de-France, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Xavier Bertrand est le seul à rester devant Éric Zemmour. La présidente de la région Île-de-France est à 12%, le polémiste est à 13%. Quant à Michel Barnier, il n'est qu'à 8%, Zemmour monte alors à 14%. Il y a encore quelques semaines, les Républicains voulaient choisir le candidat le plus haut dans les sondages pour les représenter. Finalement, cela pourrait être celui qui tient encore face à Éric Zemmour. Pour l'instant, il n'y a que Xavier Bertrand. Jean-Sébastien Ferjou, sur cette analyse de ce qui se passe à droite, quelle est votre vision à vous ? Est-ce que, encore une fois, Éric Zemmour peut perturber durablement le jeu ou pas ? Il le perturbe d'ores et déjà. On a vu effectivement sur ces derniers jours que les Républicains avaient de la peine à figer un discours et se mettaient même dans des postures un peu absurdes, parce que en entendant Gérard Larcher ce matin qualifier Éric Zemmour en disant c'est Radio Kaboul pour décrire sa vision des femmes, je pense qu'il n'a pas dû rencontrer un électeur de droite depuis assez longtemps, parce que s'il pense que les électeurs de droite ont plus peur dans l'hypothèse où Éric Zemmour serait élu, j'en sais rien, peut-être qu'on revienne au 19e siècle, que les femmes ne travaillent plus, ou alors que ça n'est d'ailleurs pas la vision d'Éric Zemmour, même si elle est très contestable en soi, mais penser que les gens auraient plus peur de ça qu'ils n'ont peur éventuellement quand on est un électeur de droite du féminisme intersectionnel, du wokisme ou alors de l'islamisme, ça me paraît quand même particulièrement absurde, parce que c'est une chose que de vouloir se démarquer d'Éric Zemmour, c'en est une autre d'ignorer à ce point-là les priorités ou les peurs en quelque sorte qui pourraient être celles de l'électorat auquel on s'adresse. Jeannette Bougrave, votre vision vous sur ce qui se passe en ce moment à droite ?
Je pense que comme les choses ne sont pas encore définies, que la droite n'a pas encore, le parti, les Républicains n'ont pas encore de candidat, les choses ne sont pas encore faites parce qu'Éric Zemmour est dans une position assez confortable de celle encore d'un candidat non déclaré qui choisit ses sujets, donc il s'exprime encore comme un éditorialiste et surtout en fait il s'exprime uniquement sur les sujets qu'il choisit, c'est-à-dire que pour le moment on l'entend sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration et même quand il parle de ces sujets-là ou du modèle français de l'assimilation, il n'y a pas véritablement de véritable proposition, à l'exception du prénom, de vivre à la française. Qu'est-ce qu'on entend par assimilation? Derrière, il n'y a pas, à part le prénom, je n'ai pas entendu de proposition. Donc et en même temps, les Français sont en attente de débat et peut-être parce qu'il y a le côté un peu de nouveauté et hors système. Oui, pas tenté. Le côté on l'a jamais tenté celui-là, voilà. Oui, puis ça, il rompt parce qu'il il dit des choses. Il est dans la provocation aussi. Donc, Alors, Pierre Licia. Oui, moi je partage ce que Jeannette Bougraff vient de dire. Effectivement, je pense que en ce moment, les Français sont pas du tout plongés dans le temps présidentiel, dans le temps de l'élection, pas du tout. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de vide à droite comme à gauche, et à droite il y a un vide, c'est que les Républicains n'ont pas de candidat à ce stade. En tout cas, la grande famille de la droite n'a pas de candidat. On imagine que donc ce vide-là qui est laissé, il est comblé. Il est comblé en partie par Emmanuel Macron. 4 décembre, le vide. Donc oui, ça c'est malheureusement. Je suis pas membre des Républicains. C'est une stratégie que je regrette d'avoir attendu si longtemps. Vous êtes dans le parti de Valérie Pécresse. Oui, absolument. Mais les Républicains ont fixé des règles. On se plie à ces règles-là. On joue collectif jusqu'à présent, et ça devrait pas bouger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Éric Zemmour il comble un vide. Donc effectivement, moi je pense que quand il va faire son entrée dans l'atmosphère de la campagne électorale et que les candidatures seront lancées, établies, qu'on va commencer à parler projet, qu'on va commencer à parler pouvoir d'achat, qu'on va commencer à parler éducation sociale, quand on va commencer à parler logement, quand on va commencer à parler emploi. Vous voyez tous ces sujets de vie quotidienne en fait. À un moment, il va falloir que Éric Zemmour se positionne sur tous ces sujets-là. Donc effectivement, là, il se positionne uniquement sur des sujets qu'il choisit, sur des sujets dont il est dans la maîtrise de la rhétorique. Bon, très bien, il comble un vide. Moi, j'attends de voir l'entrée dans l'atmosphère parce que je pense que le vaisseau. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder pourquoi il y a ce vide. Je pense pas que le vide vient de l'absence de candidats. Il vient du vide, du désert intellectuel de la droite depuis une petite dizaine d'années. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a plus beaucoup d'idées. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Éric Zemmour a bien compris que les électeurs des Républicains, en fait, pour beaucoup d'entre eux, ont des aspirations qui viennent de l'héritage du RPR. Et c'est pour ça qu'il fait référence systématiquement au RPR. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur les grands sujets, en tout cas qui n'ont pas été réglés par la droite quand elle était au pouvoir: sécurité, immigration, identité nationale. Et donc, moi, ça m'amuse un tout petit peu quand je vois les ténors de la droite qui disent attention, Front républicain. Maintenant, on entend à nouveau les vieux slogans qu'on entendait en 2002, et on essaye de mettre donc Éric Zemmour dans le camp de l'extrême droite. Et en fait, il faut juste rappeler une petite chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait ça, ça a plutôt fait monter les personnes qu'on cherchait à condamner ou à faire descendre dans les sondages. Du coup, je pense que ce qu'il faudrait faire surtout pour les Républicains, c'est une remise en question, parce que le drame, c'est le décalage entre la tête des Républicains et la base. La tête, elle est Macron compatible, objectivement, et la base, en fait, elle a été très déçue parce qu'elle voit beaucoup de têtes d'affiche qui sont très compatibles avec Emmanuel Macron, alors que les militants, eux, aspirent à une forme de radicalité. Il y a même une forme d'énervement pour tous ces sujets non réglés. Et pour eux, en fait, Éric Zemmour, c'est une forme de catharsis. Il les libère parce qu'il dit tout haut ce que eux ressentent tout bas, et ce qu'ils ressentent comme ce qu'ils perçoivent comme une trahison par rapport au vote qu'ils ont fait par le passé. C'est pas totalement, pardonnez-moi, exact, parce que quand on regarde des élections régionales, on voit bien que, par exemple, Laurent Wauquiez a fait le meilleur score, en tout cas avec des sujets ou des positions qui sont très fermes, et on le stigmatisait quand il était à la tête des Républicains en disant qu'il est trop à droite. On donnait battu Xavier Bertrand, il a remporté la région, Valérie Pécresse a remporté la région, donc il n'empêche qu'ils sont quand même entendus et qu'on oublie très rapidement la séquence démocratique des régions. Alors, on va faire une petite pause, Louis, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on poursuit ce débat qui est passionnant avec vous tous dans un instant. À seulement 119 € au lieu de 139. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs Louis Dragnel d'Europe 1, Jeannette Bougrabe, essayiste, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et Pierre Licia, porte-parole de Libre, le parti de Valérie Pécresse. On évoquait évidemment Éric Zemmour. On va l'écouter, tiens, il s'exprimait chez nos confrères de Valeurs Actuelles. Écoutez ce qu'il dit à propos d'Emmanuel Macron. Cette fois, il dit que Macron a perdu son assurance vie. Mon arrivée dans l'atmosphère, comme vous dites, trouble les esprits et on se dit alors que Emmanuel Macron a perdu son assurance vie. Enfin, il ne l'a pas encore perdu, puisque Le Pen dans les sondages est encore qualifié pour le second tour. Mais voilà, c'est ça. Il faut bien comprendre le contexte politique avant l'été. Faut pas croire qu'il y a quelque chose qui a bouleversé tout ça. Non, Marine Le Pen n'était pas capable de gagner le second tour. C'était objectif. Son échec au régional était patent. Son échec dans le débat de 2017 était dans l'inconscient des gens. Tout le monde le sait. Louis de Ragnel, les deux courbes de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour peuvent se croiser. Il peut arriver à passer devant elle dans les sondages. Alors il reste encore, pour l'instant ils se rapprochent, mais les courbes se sont pas encore croisées. Écoutez, on verra. Tout est une question de dynamique. On voit que Éric Zemmour, en tout cas en ce moment, bénéficie d'une très forte dynamique. Mais Marine Le Pen, elle est pas née de la dernière pluie. Elle a quand même un peu de vécu et de passé politique. Donc je pense qu'elle va tout faire pour essayer de rebondir. Elle a quand même encore un socle, qu'on le veuille ou non, qui est assez fort. Donc on verra. Et puis vous savez, c'est une course d'endurance, la présidentielle. Il y a beaucoup de débats, et même dans les journaux, on a l'impression qu'on est à la veille du premier tour. C'est quand même dans plus de 6 mois. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses. On va voir l'atterrissage politique d'Éric Zemmour, parce que pour l'instant, il n'a pas atterri politiquement. Et puis, on en parlait tout à l'heure, et ce que je crois disait Jeannette Bougrabe, c'est que dès lors qu'il vient sur un plateau de télévision ou de radio en tant que candidat, on lui pose plus les mêmes questions. Donc là, effectivement... mais on lui pose les questions quand il est sur notre plateau. Et les questions sur l'économie et l'écologie, il dit « je sais pas ». Voilà. C'est un peu court et on le lui fait remarquer. On fait notre travail aussi. Non, mais c'est que aujourd'hui, on le voit bien que les gens réagissent par rapport au sujet. L'annonce, par exemple, du gouvernement sur les titres les visas, en fait, qui vont être réduits de moitié pour pouvoir, en tout cas, avoir un début de dialogue avec les pays pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. On a l'impression quand même qu'il y a des annonces qui sont faites par réaction, pour entendre, en tout cas, une partie des Français. Donc, je reconnais les choses aujourd'hui ne sont pas encore installées pour pouvoir dire. Qui va faire quelque chose, Jean-Sébastien Ferjou ? Je crois qu'une campagne, effectivement, ça se joue dans la durée, qu'on est dans la phase de la campagne où on peut se passer d'un appareil sur le terrain. Et il y a un moment, et encore plus dans une crise de défiance, l'attention des gens est très limitée. Nous, on parle de politique, mais la réalité, c'est que le temps de cerveau que consacrent les gens réellement à la campagne présidentielle, en l'état, il est assez faible. Et quand vous êtes dans une crise de défiance, il faut avoir des relais sur le terrain, des militants, un appareil qui est là pour vous porter. Et on l'a bien vu, justement, au régional. Maintenant, je pense que malgré tout, Marine Le Pen, effectivement, elle est démonétisée, pas seulement par Éric Zemmour. Elle l'était déjà par son résultat au régional, et parce que l'idée s'est installée que si le RN devait arriver au pouvoir, ce ne serait de toute façon vraisemblablement pas avec elle. Mais ça va avoir un effet ricochet. Derrière, c'est l'effet papillon, justement, du papillon Zemmour. Parce que pour les Républicains, la donne, elle est profondément différente. Quand vous étiez dans une donne où vous imaginiez, de toute façon, le deuxième tour, c'est Macron-Le Pen, donc la place à prendre, peut-être, c'est celle d'Emmanuel Macron. Donc il faut que je me positionne par rapport à Marine Le Pen pour être sûr de gagner. On a beaucoup entendu Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse dire « je pourrais gagner face à Marine Le Pen ». Là, il s'agit plutôt de se qualifier face à Emmanuel Macron. Et peut-être que chez les militants ou chez un certain nombre de responsables républicains qui se sont mis en retrait en se disant c'est perdu pour 2022, ok, on accepte des champions qui nous font pas rêver, mais c'est pas très grave, de toute façon il y aura une partie des républicains qui vont se faire débaucher chez Macron et l'autre qui misera sur 2027. Ça, c'est un calcul qu'il est beaucoup plus difficile de tenir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le coup à jouer, il est peut-être dès 2022. Et donc moi, je me demande si d'ici le 4 décembre, on ne va pas voir le paysage des candidats actuels être profondément rebattu par des gens qui se disent « Oh là là, mais en fait, il ne faut peut-être pas que j'attende 2027, il faut peut-être jouer la carte tout de suite. » Oui, pourquoi pas. Pierre Licia ? La présidentielle, c'est effectivement une course d'endurance. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'à un moment, quand il va falloir parler des vrais sujets qui intéressent les Français,
on va se retrouver dans une situation où les Français ils vont se dire oui effectivement à qui on confie les clés du pays. Souvenez-vous des élections municipales, notamment à Paris, qui avaient été très médiatisées à l'époque. On avait le candidat de La République En Marche, Benjamin Griveaux, et puis sur un effet un peu de casting, de nouveauté, on avait Cédric Villani qui caracolait, qui faisait jeu égal avec le candidat de La République En Marche. Et puis quand on est rentré, donc il y a eu un effet de surprise, une sorte d'engouement au début, même médiatique, avec cette candidature-là. Et puis quand on est rentré petit à petit dans le dur de la campagne, bien que la campagne était courte, et bien petit à petit les candidats qui n'étaient pas solides sur le fond se sont effondrés. Je suis pas d'accord avec vous. Mais c'est votre droit. Je pense que merci beaucoup de me l'accorder. Je pense que les Français sont très intéressés par la campagne. Je pense qu'on est déjà dans pleine campagne et que c'est omniprésent dans les discussions, omniprésent dans les préoccupations, parce que tout est Ils sont intéressés par les candidats. Tout est au confluent des débats. Par les projets pour l'instant. Et deuxièmement, je crois qu'effectivement tout est en train de se sédimenter maintenant. Et la comparaison avec la bulle médiatique, c'est avec Villani, elle n'est pas valable. Je vous réponds, mais je ne suis pas d'accord dans la mesure où aujourd'hui, aucun Français ou très peu sont capables de dire quels sont les projets des uns et des autres aujourd'hui. Mais je pense que les Français se positionnent par rapport à un projet. Souvenez-vous de la primaire de 2016. Moi, j'avais soutenu François Fillon et à 3 semaines de l'élection, on était à 4% dans les sondages pour la primaire. Et on a toujours fait le pari que ce serait le projet qui l'emporterait. Et au final, les Français se positionnent. Éric Zemmour essaye de faire le même pari qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire une élection sans appareil. On a toujours pensé Macron avait quand même s'appuyé sur une partie du PS au départ. Pas vraiment. Et des Strauss-Kahniens. Mais c'était les réseaux Strauss-Kahniens. Ce qui a été déterminant d'abord, c'est il a fait partie certes d'un gouvernement, mais il a réussi là où effectivement en 95 il fallait avoir le RPR. Jacques Chirac avait parfaitement compris qu'il fallait l'appareil partisan, et Nicolas Sarkozy quand il prend l'UMP, c'est bien parce qu'il avait compris qu'il fallait avoir un parti qui est capable, avec effectivement un maillage territorial, avec des fonds, parce qu'il y a aussi une question dont on ne parle pas, c'est une question économique, c'est-à-dire lever des fonds pour financer des campagnes. Et je pense que sans doute que la donne aujourd'hui, qui est peut-être liée au paysage médiatique ou à la manière où les Français vivent la politique, c'est qu'on est capable aujourd'hui peut-être de gagner une élection sans parti politique. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, moi, c'est vrai que je pense que le projet est très, très important, mais en même temps, on voit bien quand il y a eu le débat dont le débat Zemmour-Mélenchon, moi qui suis pas toujours très fan, je sais pas bien de le dire, de ce genre de choses, je me suis laissé prendre au jeu de le regarder. Parce que c'était un divertissement. Non, et les Français l'ont regardé parce que c'était un divertissement. Je suis pas d'accord avec vous. Honnêtement, je suis entièrement d'accord avec vous. Première chose, il y a un vrai parallélisme entre la campagne d'Emmanuel Macron en 2016-2017 et celle d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, c'est ça qui embête Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a vu que Zemmour avait compris. Deuxième sujet, honnêtement, les Français regardent très très peu les programmes, et de moins en moins surtout. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est des totems, c'est des symboles en fait. C'est ça ce qu'ils attendent. Et Emmanuel Macron a joué là-dessus beaucoup pendant sa campagne de 2017, en expliquant qu'il avait un programme, en énumérant plein de mesures. Mais surtout, les Français étaient accrochés à ce symbole un peu de dégagisme, et en même temps se dire voilà, il y aura de l'oxygène, un peu de liberté, voilà. Et puis tout ce qui a été façonné autour du en même temps, tout le monde a été séduit par ce concept-là. Mais honnêtement, il n'y avait pas un Français qui était capable de citer, je pense, 5 mesures du programme. Et du coup, là où Éric Zemmour a bien compris une chose, c'est qu'il y a des attentes très fortes des Français sur les questions d'islamisation, d'identité, d'immigration, de sécurité, tout ça, c'est une espèce de package régalien, sur ce package qui a fortement déçu ses électeurs de droite, qui met un peu mal à l'aise les électeurs de droite par rapport aux annonces d'Emmanuel Macron et à son bilan, avec ceux en même temps justement où ils se disent en fait c'est pas clair, il faut choisir son camp. Et du coup, je pense qu'il y aura pas de programme d'Éric Zemmour. Et même, je vais aller plus loin, je pense qu'il y aura pas de grand meeting où ce sera un peu comme ces grandes séances de dédicaces, mais il y aura pas les séquences rituelles où le candidat va discuter avec un agriculteur, puis va voir les membres de la chambre de commerce et d'industrie, puis va voir les élus locaux. Éric Zemmour, d'ailleurs, il l'assume quasiment dans son livre quand il dit, d'ailleurs il se compare au général de Gaulle, c'est assez amusant.
Il dit général de Gaulle aimait la France mais n'aimait pas les Français. Et il dit moi c'est. Il se compare aussi à Donald Trump et pour le coup Donald Trump le job sur le terrain il l'a fait. Et Donald Trump ça n'était pas un candidat hors système. C'était un candidat qui avait réussi à gagner le Parti républicain. Et c'est profondément. Mais du coup, faut passer. Je pense qu'il faut. En fait, lui, ce qu'il assume, ce qu'il revendique, Éric Zemmour, c'est une forme de cohérence d'un package global. Donc, en fait, tout se tient par rapport à ces grands prix. Allez, j'en sais. On fait une toute petite pause. Sébastien Ferjou. Je vous retrouve dans un instant dans Punchline. On poursuit ce débat passionnant. À tout de suite. Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, on se retrouve avec nos débatteurs. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Vous voulez nous dire que l'irruption d'Éric Zemmour, ça va changer la donne chez les Républicains, c'est cela ? Ou c'est déjà en train de la changer ? C'est déjà, je pense, en train de la changer. Je pense que déjà, on est plus dans un match à 3 que dans un match à 2. Et quand vous regardez, il y avait une seule petite surprise dans la grande enquête, c'était le fait que Michel Barnier soit finalement, alors qu'il a déclaré sa candidature très tard, soit déjà finalement au moins sur la stature présidentielle, même si c'est pas le cas sur les intentions de vote à proprement parler dans une configuration de présidentielle, mais déjà très haut. Et il a d'ores et déjà réuni quasiment autant de parlementaires, voire plus que Xavier Pécresse ou que Xavier Bertrand, pardon, et Valérie. C'était des créatures chimériques. Bon, vous avez compris de qui je voulais parler. En tout cas, donc je pense que le match est tout sauf figé chez les Républicains à l'heure actuelle. Et comme je vous le disais, il y a des gens qui se sont mis en retrait, et peut-être même chez les électeurs ou les militants qui étaient en retrait parce qu'ils se disaient c'est perdu pour cette fois-ci, parce qu'on n'a pas su reconstruire. Et donc on prend notre mal en patience, avec une partie d'ailleurs pouvant se dire on ira chez Macron. Je pense que ça va profondément changer la donne, mais de la même manière que la victoire de Yannick Jadot change aussi la donne à gauche. Oui, justement. Alors, parlons un tout petit peu de la gauche. Dans les calculs, parce qu'on avait il y a quelques instants Julien Drey du Bureau national du Parti socialiste sur ce plateau qui nous disait il faut suivre la dynamique Yannick Jadot et donc il faut qu'Anne Hidalgo se rallie à la candidature de Yannick Jadot. Donc là, les plaques bougent aussi à gauche. On voit qu'il y a une dynamique du côté des Verts. Certes, Yannick Jadot a été élu avec 51,07% des voix, mais il y a une dynamique de son côté. Est-ce que, encore une fois, il faut que Anne Hidalgo renonce à sa candidature ? Moi, je pense que ils ont tort de penser comme ça au Parti socialiste. C'est comme ça qu'ils vont enterrer le Parti socialiste. Voilà, c'est quand même assez affligeant de penser que quoi qu'on en pense, même moi, c'était comme ça participait à la construction de la vie politique française depuis la Troisième République, et de se dire que pour des petits calculs politiciens on est prêt à renoncer à ses idées, c'est quand même assez en dit long sur la qualité du personnel politique. Voilà. Et je pense que d'abandonner comme ça en se disant que, et surtout, ce qu'a incarné le Parti socialiste, c'est de se dire que c'est la même chose que des gens qui effectivement. Moi, je suis stupéfaite. Vous ne comprenez pas. Non, le renoncement, je ne comprends pas. Pierre Licia ? Moi, je ne sais pas si le Parti socialiste doit faire une croix sur 2022, mais je sais qu'Anne Hidalgo doit faire une croix sur 2022 pour la simple et bonne raison que ce serait bien qu'elle se consacre et qu'elle s'occupe de sa ville là, et qu'elle se consacre aux Parisiens. Parce qu'il y a tant de choses à faire, mais on ne va pas faire un débat sur les sujets parisiens, mais beaucoup de choses à faire. On parle souvent du crack et des toxicomanes. Oui, ben voilà, déjà qu'elle s'en saisisse, qu'elle s'en occupe, mais il y a bien d'autres choses malheureusement. Effectivement, c'est plus facile de faire un bloc de gauche derrière Jadot que derrière Rousseau, je pense. L'élection de Jadot, la désignation par les sympathisants écolos de Jadot doit certainement rebattre aussi les cartes à gauche, à la fois chez Macron et à la fois au Parti socialiste. Une victoire de Sandrine Rousseau aurait reléguer les écologistes à un parti extrémiste. Elle a quand même marqué des esprits, en fait, parce qu'elle a quand même montré une sorte de progression d'un certain nombre d'idées. Oui, parce qu'un certain nombre d'idées qu'on pensait effectivement cantonnées à des universités américaines ou à quelques milieux associatifs, elle a quand même mis sur le devant des idées. Et en plus, elle a dit ce matin, à une semaine que les courbes étaient en train de se croiser. Elle a le droit d'estimer que c'est le cas, qu'il y avait une dynamique en sa faveur, mais la conclusion qu'elle en tire, c'est donc que Yannick Jadot doit porter son discours, qu'elle attend qu'il porte son discours et qu'elle ne sera loyale qu'à la condition que lui soit loyal à ce qu'elle incarnait elle. Alors qu'on voit bien qu'en réalité, ce sont deux visions. Yannick Jadot peut essayer de jouer la prudence autant qu'il veut, ou habiller les choses de manière élégante. Ce sont deux visions qui ne sont pas compatibles. Ça n'est pas la même vision politique, ça n'est même pas le même parti en
réalité, quand on écoute vraiment ce que disent l'un et l'autre, au-delà des hashtags environnement ou climat. Non, mais réellement, enfin, il y a un moment, il faut savoir regarder les choses telles qu'elles se présentent. Et je pense que Yannick Jadot, qui lui vraisemblablement se serait mis en retrait, qu'on aurait pu entendu jusqu'à la présidentielle si Sandrine Rousseau avait gagné, n'a pas fini d'être au bout de sa souffrance avec Sandrine Rousseau. Et il n'est pas à exclure d'ailleurs que Sandrine Rousseau, in fine, essaye de négocier, si elle considérait que ses prises de position n'étaient pas suffisamment écoutées par Yannick Jadot, de négocier quelque chose avec la France insoumise. Donc les choses sont loin d'être simples pour Yannick Jadot. Effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Jeannette Bougrab. Ça me paraît un peu étonnant que le PS s'en tire la conclusion immédiate qu'il faut qu'il renonce lui. Le PS, c'est Julien Drey, membre éminent du Parti Socialiste. Louis Dragnel, là-dessus. La première chose, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. La difficulté aussi, c'est que Yannick Jadot, en fait, a gagné, mais d'une très courte tête. S'il avait gagné à 70%, là, pour le coup, c'était beaucoup plus facile pour lui. Donc là, il est obligé quand même de composer avec Sandrine Rousseau, au moins avec les électeurs qui ont voté pour elle. Donc il va être obligé de durcir son programme et sa ligne. Et pour le coup, c'est ce qui est inquiétant. Et je pense que c'est ce qui va faire que... ce sera difficilement compatible avec la ligne que va essayer de présenter, d'afficher Anne Hidalgo. Ensuite, par rapport à la suggestion de Julien Drey, je respecte éminemment toutes les analyses de Julien Drey, mais je trouve que c'est une logique de défaite. C'est impressionnant. C'est-à-dire que l'élection n'a pas commencé, on n'est pas encore en période électorale, et le PS envisage déjà de se retirer. Enfin, c'est quand même complètement dingue. Alors je sais bien, Anne Hidalgo est entre 4 et 7% dans les intentions de vote, et plus il y a de sondages qui sont faits, plus elle baisse. Donc on ne sait pas très bien à combien elle terminera dans 3 semaines. Mais après, je pense que la gauche devrait d'abord se ressaisir, essayer de voir qu'est-ce qui intéresse les électeurs de gauche, quelles sont les attentes des électeurs de gauche. De fait, il y a quand même beaucoup d'électeurs de gauche en France qui sont simplement désespérés de voir la hiérarchie du PS, les parlementaires PS aussi éloignés de leurs attentes. Et ensuite, essayer peut-être de dealer avec Europe Écologie Les Verts pour essayer de faire une alliance de gauche, parce que aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la France est clairement à droite, donc il y a très peu de place pour la gauche, il y a très peu de possibilités pour elle de gagner. Donc il y a qu'une seule possibilité tactique, en tout cas à moyen terme, c'est de s'unir. Mais donc vous dites ce que dit Julien Drey, mais il faut le faire un peu plus tard, quoi. En fait, ce qui est assez consternant pour le PS, c'est que les écolos a toujours été plutôt une force d'appoint du PS. Et donc là, le PS devient un supplétif d'Europe Écologie Les Verts, qui est quand même un parti balbutiant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de militants activistes qu'on voit beaucoup parce que ils sont ultra dans la défense de leur cause, mais en termes de structuration politique, c'est quand même encore très faible. Jeannette Bougrab, vous partagez cette analyse? Ah oui, non, mais tout à fait. Donc je trouve que ça montre bien une sorte de vide en politique, en tout cas, et de l'impossibilité en réalité depuis quelques années de se reconstruire à travers ce qui fait un régime représentatif des partis politiques, en tout cas qui incarnent des idées et pas uniquement parce que les Verts sont une espèce d'agrégation en réalité de milieux associatifs, avec tout le respect qu'on peut avoir, mais on peut pas réduire en réalité la France à la question de la transition énergétique. Enfin, moi, je suis très attachée à ces sujets-là. Il n'empêche que tout ne peut pas se voir à travers ce prisme-là, et d'ignorer le reste, ça ne... Enfin, voilà, mais je reste très... C'est le terrible bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, justement, c'est d'avoir entretenu l'illusion et accentuer le phénomène du fait qu'on pouvait vivre sans parti. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jeannette Bougrab à l'instant. Une démocratie représentative, ça ne peut fonctionner qu'avec des corps intermédiaires. Parce qu'un parti, ça a vocation à être un creuset sociologique, à faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas nécessairement le même intérêt. Le médecin n'a pas le même intérêt que l'infirmière ou que l'assuré maladie. Et pourtant, au nom d'une vision de la société, de l'intérêt général, vous pouvez les rassembler sur un projet. Quand on n'est que dans des candidatures, et c'est d'ailleurs un peu ce qui a affaiblit, à mon sens, les Républicains aussi. Quand vous n'êtes que dans le concours de beauté, en quelque sorte, et d'essayer de montrer la distinction, la nuance qu'il y a entre les uns et les autres, vous n'avez plus ce creuset sociologique-là. Et renoncer, et ça n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a donné l'illusion qu'on pouvait y arriver sans parti. Il y est arrivé quand même en s'appuyant sur une partie du PS, en s'appuyant sur les réseaux strauss-kahniens, et il a créé son propre parti, mais pensez, alors comme vous disiez tout à l'heure, on en revient à Éric Zemmour, mais que ça pourrait se faire comme ça dans un mouvement qui serait purement médiatique, sans aucun relais. Enfin, pardon, mais même les populistes qui ont gagné, enfin, ou quand vous regardez des victoires comme le Brexit, etc., ça a été fait avec
des partis, toujours avec des partis, et en s'appuyant sur des corps intermédiaires. Et c'est encore pire dans une période de défiance, que dans une période de défiance, vous écoutez assez peu les responsables politiques. Donc qui peut encore vous convaincre? Le militant local, parce que c'est votre pharmacien, ou c'est votre beau-frère, ou c'est je sais pas qui, mais parce qu'il est dans le parti et qu'il a aussi les éléments de langage et qu'il est à peu près conscient de ce que sont les valeurs du parti. Quand les valeurs du parti, finalement, elles sont ce que dit Gérard Larcher un matin, et puis ce que dit Éric Ciotti le lendemain, et puis ce que dit Christian Jacob, qui lui-même change d'avis d'un jour à l'autre parce qu'il y a eu un conseil stratégique au milieu. Comment voulez-vous que ça marche? Effectivement. Un dernier mot, Louis Dragnel. Non, ça va bouger dans tous les sens. Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, il y a juste une chose. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, compte tenu de l'état de la société et de la manière avec laquelle le politique, de manière globale, s'adresse aux Français, est-ce que les partis ont encore un avenir? C'est-à-dire, on est tellement dans une compartimentation de la société, dans une archipélisation, comme ça avait été conceptualisé, qu'aujourd'hui, on voit les gens sont tous en train de défendre leur catégorie, leur intérêt particulier. Précisément, il n'y a plus de vision. Et le politique le fait. Il suffit de voir le Macron Tour avec tous les 2 jours des annonces ultra catégorielles très spécifiques. Et en fait, le drame dans tout ça, c'est que avant il y avait une aspiration à la fois du politique et de la société d'un projet commun. Et je crois malheureusement qu'aujourd'hui la société n'aspire plus à ce projet commun. Nous reprendrons ce débat évidemment tout au cours des prochaines émissions. Merci à tous les 4 d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, c'est Stéphanie Loire qui vous attend pour musique. Belle soirée à vous sur Europe 1.